Il y a des gens qui lancent des e-commerce qui me disent je voudrais lancer un PrestaShop, un Shopify, mais j'hésite avec un Magento, mais en réalité, je peux lancer les trois. Ce qu'il faut, c'est que ce soit bien paramétré. Et en général, il y a des gros business qui se développent derrière. On est un peu un ovni parce que depuis le début, Eskimos ont dit que c'est une start-up. On a fait 100% de croissance depuis le début et on a réussi à scaler un business qui est censé pas être scalable. On a créé une mascotte, on a créé une branding, on a créé un univers qui fait que les gens s'attachent à la marque. Aujourd'hui, on est dans l'ère du branding. C'est-à-dire que produire du contenu pour du contenu, ça fonctionne pas. Tu travailles avec des algorithmes et tu dois leur donner ce qu'ils aiment. Tu dois t'adapter à eux pour toujours avoir ton contenu viral. C'est plus facile de donner de l'equity quand ta société elle vaut 5 millions d'euros que quand elle en vaut 150. Moi, ma recette, c'est... Quand on est entrepreneur, on a envie de tout lancer. Or, s'attaquer à une niche d'abord pour valider son business, c'est quand même plus efficace. Il y a 3 piliers dans le SEO et ces 3 leviers évoluent pas en même temps, pas de la même manière. C'est plus la quantité qui compte, c'est plus est-ce que tu réponds à la question de ton utilisateur. Sur les recrutements, on attend effectivement d'avoir des personnes qui ont ce côté brillant. On forme les gens, on les recrute en CDI, en junior, on les fait passer en confirmé, en senior, on les accompagne dans toute leur carrière. J'ai jamais fait de micromanagement et j'ai toujours fait beaucoup confiance aux gens et je les ai toujours laissés faire sans regarder. Si t'arrives pas bien à déléguer, tu grandis jamais. Si tu as manqué la première partie de cette interview, je t'invite à cliquer sur la fiche info en haut à droite. Andrea t'y dévoilera sa stratégie RH qui lui a permis d'obtenir une hyper croissance sans lever de fonds. Ses clés pour devenir leader de son domaine et comment mettre en place une stratégie SEO efficace pour booster ta visibilité. Cela te permettra de suivre au mieux cette seconde partie qui te fera découvrir le moteur de l'entrepreneur, les modèles de rémunération, comment développer son réseau et créer un climat de confiance auprès de ses équipes. Bon visionnage à toi. Dans une interview avec Marc Simoncini qui a d'ailleurs bien cartonné. Je l'ai adoré, je l'ai vu d'ailleurs. Tu l'as vu? Je l'ai adoré et juste je me permets, je fais une petite parenthèse parce qu'il a dit un truc vraiment qui m'a fasciné. Parce que je me suis beaucoup intéressé pourquoi les entrepreneurs deviennent entrepreneurs, c'est tellement violent, c'est tellement dur, etc. Et à un moment il dit, en fait, j'ai bien analysé les entrepreneurs et les entrepreneurs qui réussissent, souvent, ils ont un truc spécial. Et il leur est arrivé quelque chose dans la vie qui est propre à eux et qui est un élément déclencheur et qui fait qu'ils vont aller très loin ces gens-là. Ouais. Et quand j'ai lu ça, j'ai vu ça, je crois que c'est le truc le plus ouf que j'ai vu sur le monde de l'entrepreneuriat. Quand il a dit ça et que je me suis renseigné autour de moi et que j'ai compris qu'il avait compris quoi. En fait, tous les entrepreneurs que je connaisse aujourd'hui qui ont réussi, ils ont un truc de spécial dans leur vie qui leur est arrivé, qui a été un marqueur tellement fort qui fait qu'ils se marquent. Et plus le marqueur est fort, plus en général il y a des gros business qui se développent derrière. Donc j'ai trouvé cette interview géniale parce qu'il a vraiment mis le doigt sur les entrepreneurs quoi. Le moteur des entrepreneurs. Pourquoi tu es entrepreneur? Il fait ce geste, il y a un moteur qui tombe dans le bide. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et c'est quoi toi cet événement en fait pour toi? Moi c'est privé, c'est pas quelque chose dont j'ai envie de partager, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé jeune. Ouais. Et cet élément-là a fait que je pense que je vais aller assez loin dans les affaires. Sans donner trop de détails, donne-nous juste un petit peu de contexte. C'est le décès d'une personne de ma famille. Et ça avec qui j'étais proche, parce que c'est toujours pareil. On essaie toujours d'analyser le malheur de quelqu'un. En fait, ça veut rien dire. Quelqu'un peut, par exemple, avoir été vexé d'une vanne à l'école jeune et traumatisé à vie et en souffrir plus que quelqu'un qui a perdu toute sa famille. On a chacun notre rapport au malheur et donc du coup, ce moteur-là, il dépend vraiment des gens. Moi, voilà, en l'occurrence, c'était la personne avec laquelle j'étais le plus proche dans ma famille. Et du coup, je me suis retrouvé sans filet très jeune. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été fort pour moi, ça m'a marqué parce que j'étais pas à un âge où je dois gérer des trucs administratifs ou puis j'étais pas très bon là-dedans en plus, j'étais plus dans, tu vois, t'es un peu dans l'amusement quand t'es à cet âge-là et donc ça m'a mis un petit peu un coup justement, tu vois. Et tous les entrepreneurs que je rencontre qui ont lancé des bonnes boîtes, ils ont ce truc-là et donc j'ai trouvé ça fascinant. Il avait mis le doigt sur quelque chose, en fait il a répondu à une question à laquelle que je me posais depuis longtemps. Hein. Ce moteur pour toi, sans aller dans le détail de ce qui s'est passé,
C'est plutôt inconscient ou tu repenses à cet événement? Non, je pense que c'est conscient. De manière, j'ai un rapport à la réalité assez fort, donc je vis les choses de manière consciente. Enfin, j'essaie d'être le plus éveillé possible, en tout cas, dans ma relation aux choses. Mais c'est un marqueur, c'est comme ça. Tu l'as ou tu l'as pas. Mais je pense pas du tout que j'aurais fait les mêmes choses si j'avais pas eu ça, quoi, tu vois. Et je pense que aussi pareil, il n'y a pas de bon ou de mauvais moteur. Par exemple, je trouve que il y a plein d'entrepreneurs qui ont le moteur de l'orgueil. Il y a des entrepreneurs qui ont le moteur de l'ego. Il n'y a pas de mauvais moteur. Des gens qui veulent être beaucoup dans la lumière, s'ils ont vraiment plus envie d'être dans la lumière que les autres, ils vont vraiment avoir ce moteur-là qui vont les faire réussir. En plus, il y a besoin de gens qui se mettent dans la lumière. Mais donc grave. ça s'équilibre. Voilà, il y a pas besoin de bon, tu vois, il y a de tout en fait. Ça peut être l'orgueil aussi, tu vois, les gens qui ont été vexés à un moment donné, c'est le rapport au malheur dont je te parlais, mais tout le monde a eu ce moment déclic. J'ai une bonne anecdote. Il y a le fonds d'investissement qui a investi dans Eskimos. Il a investi aussi dans Fitness Park. Okay. Et Fitness Park, donc c'est le leader en France et je crois en Europe des salles de sport. L'histoire de ce fondateur-là, c'est qu'il allait à la salle de sport quand il était jeune et il était un peu gringalet. Et donc du coup, il était vraiment assez sec et les gens ont commencé un peu à le vanner, etc. Et je pense qu'il l'a pas pris comme une simple vanne. Je pense que ça l'a touché un peu dans sa personne. Et il s'est dit, je vais faire deux choses. Je vais faire du culturisme et deux, je vais monter le plus grand groupe de salles de sport en France. Et donc, il a fait du culturisme, il est devenu vraiment balèze, je crois. Et il a lancé le plus grand groupe de salles de sport. Et voilà, lui, je pense que ça a été son moteur, tu vois. Et on en a tous un. Mais l'entrepreneur qui lance sa boîte sans déclic, parce qu'il a associé la réussite à l'entrepreneur, parce qu'il a vu ça dans un article, parce qu'il a vu une levée de fonds, ce genre de choses, c'est dangereux. Et on ne devient pas entrepreneur comme ça. Je pense qu'on l'a dans les tripes ou on l'a pas. Je pense qu'il y a un côté un peu comme ça. C'est difficile à forcer. C'est pas quelque chose qui doit se forcer, je pense. C'est plus quelque chose qui vient naturellement. C'est un jour où on se réveille, on y va. C'est pas difficile de le faire. Ça doit se faire naturellement et de manière assez fluide. C'est clair. Moi, je suis assez dérangé d'ailleurs par toute cette industrie qui fait la promotion à l'extrême de l'entrepreneuriat. C'est les infopreneurs peut-être, non? Je sais pas comment on va appeler ça. Il y a beaucoup de ça et pour moi, encourage des personnes pour qui c'est pas le rêve à aller. C'est comme si demain, tu vois, il y a Michael Jordan, là, c'est comme si demain on disait à tout le monde, il faut réussir en NBA. On ferait une génération de dépressifs. Mais vraiment. C'est pas pour tout le monde. Mais vraiment. C'est pas pour moi d'ailleurs. Je préfère l'entrepreneuriat, même si j'adore le voir. Ouais. Mais ouais, ça. Mais attends, il y a un autre point aussi, c'est que les entrepreneurs qui lancent leur boîte, qui ont levé des fonds, etc., il y a des postes en entreprise qui sont plus gratifiants et qui sont mieux rémunérés. C'est clair, il y a des numéros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais de malade. Mais moi, là, il y a plein de boîtes, j'ai vu plein de boîtes d'agences, etc. C'est très rare qu'un entrepreneur se paye plus de 100K annuels. Hein. Et or, atteindre plus de 100K dans un grand groupe, c'est possible en montant les échelons. Et pas avec la pression, aussi avec du confort. C'est plus facile à gérer. Parce que celui aussi qui se paye que 30K par an le temps de développer sa boîte et qui au bout de 10 ans n'a pas réussi, c'est dur aussi comme choc, quoi. On n'en parle pas trop de, mais... Ouais, pour moi, ça revient beaucoup à ce qui se passe dans le sport. La personne qui va consacrer 15 ans de sa vie et qui va passer à côté de sa médaille, elle n'a ni argent, ni la notoriété. Si elle ne l'a pas fait pour un minimum son propre kiff, c'est dommage, quoi. Vraiment. On partage ça. On a pas mal de points alignés, j'ai l'impression. Si t'aimes ce type de contenu et que t'es intéressé par faire scaler ton entreprise, il y a un facteur qui peut tout changer dans ton organisation. Pendant longtemps, on passait à côté de plein de ventes parce qu'on les suivait mal. Et donc, on a benchmarké 20 solutions de CRM pour en choisir un qui est HubSpot. Ce que j'aime, c'est que l'interface, elle est hyper fluide. Je voulais quelque chose de facile à utiliser. Ça nous a permis de faire décoller nos ventes et de mieux les suivre dans le dernier trimestre. HubSpot, c'est quoi? C'est un écosystème de plus de 1000 applications tierces que tu peux connecter à ton CRM. On a décidé d'utiliser Aircall. C'est une solution de téléphonie qui fait gagner un temps fou à l'équipe commerciale en lui donnant une vue complète des données clients via l'intégration HubSpot et grâce à des fonctionnalités qui permettent notamment de former les commerciaux au quotidien et de les faire rapidement monter en compétences. Tu peux trouver des infos dans la description. Et maintenant, place à la suite de la vidéo. Comment tu gères la partie rémunération dans un, comme tu le disais, là je le vois sur, alors je connais moins les spécialistes SEO, mais je vois sur les postes dev et growth hacker,
Les REM, elles explosent. Là, c'est la NBA. C'est-à-dire que... Ça explose. Après, il y a Paris et il y a aussi la province, donc c'est un petit peu différent de ce point de vue-là. C'est quoi ton modèle de rémunération? Enfin, Nous, c'est simple, on a une grille. On se calque beaucoup sur les cabinets comme EY ou PwC. En fait, on a un cabinet de conseil du digital. Ouais. Et donc, en fait, on a des grilles par rapport à ton année d'expérience, etc. Tu peux accéder à des choses. Puis après, tu as des primes, par exemple, sur de l'upsell. Après, tu peux évoluer vite chez nous aussi. On a des gens qui sont devenus managers au bout de 6 mois. Il n'y a pas vraiment de blocage. Il y a une grille, mais il n'y a pas de blocage non plus. Tu peux quand même évoluer plus vite. Mais par contre, effectivement, on a une grille par rapport à des postes. D'accord. Donc, tu évolues au fur et à mesure. En revanche, tu évolues peut-être plus vite. Par exemple, je sais que dans certains grands groupes, tu peux évoluer de salaire de, je sais pas, entre 3 et 5% par an. Chez nous, ça peut être entre 20 et 30% quand même. Donc, c'est quand même beaucoup plus élevé. Et on a aussi, au fur et à mesure, donné un peu d'equity aux key people pour continuer ce développement. Parce que plus la boîte grossit, on a un board et du coup, ils ont été associés. Étant donné que là, on se développe en Europe, etc., t'es obligé d'avoir une équipe quoi, pour développer ça au bout d'un moment. Quoi. Et à eux tous, ils ont combien de pourcents de la boîte? C'est assez faible aujourd'hui, c'est autour de 2-3%, je crois. Ça, c'est un endroit, tu vois, justement, j'ai pas encore d'expertise là-dessus. C'est un sujet qui me fait réfléchir de ces notions de BSPCE et tout ça. Je donnais un peu de contexte. J'ai fait une top interview la semaine dernière et justement, c'est dans le conseil. Donc, je pense que ça sera intéressant pour toi de regarder le parcours. Ouais. Moi, j'aime toujours en tout cas voir des gens dans le conseil parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de startups. Il y a les Startup Nation, mais tu vois, des agences de conseil. C'est pour ça que je te remercie de m'avoir invité aujourd'hui. On a un peu une barrière dans les médias. Enfin, tu vois, quand tu as une agence web, les gros médias, franchement, ils s'en tapent. T'as pas ubérisé quelque chose, t'as pas bouleversé une économie. Pourtant, c'est des entreprises ultra saines qui gagnent de l'argent, qui sont pérennes, tu vois, pour l'activité aussi. Ça va te parler parce que ça m'intéresse beaucoup du coup. Il s'est développé à 90% en organique. En plus, ouais. Je pense que tu vas vraiment te retrouver. Ouais. Il disait un truc qui m'a fait réfléchir. À un moment donné, il veut faire un cadeau à des key people. Et le cadeau, c'est de donner des BSPCE. Et il fait un packaging très sympa avec dedans un iPad et un petit mot comme quoi tu as des BSPCE. Il rassemble les personnes pour leur faire le cadeau en leur disant voilà, ouvrez. Et à la fin de la réunion, il y en a plusieurs qui viennent le voir. C'était trop sympa l'iPad. Et là, il se dit attends, j'ai donné, je viens de donner. Et ils disent pas méchamment. Hein. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas réalisé la valeur que ce qu'il. Et lui, justement, pour lui, il donne un morceau de son bébé qu'il a galéré à créer. En plus, le début de son histoire est assez violente. Il sait ce que ça vaut les parts de sa boîte et on lui dit merci pour l'iPad. Et j'ai bien aimé sa réflexion de dire c'est top de donner des BSPCE, il en donne d'ailleurs, mais il y a une question d'être sûr que la personne à qui tu le donnes valorise. Je suis pas du tout étonné là-dessus et franchement, après coup, je trouve ça normal parce qu'il m'est arrivé un petit peu la même histoire, peut-être un peu moins violente, mais si t'éduques pas les gens, que tu communiques pas assez sur ce que tu fais, ça peut rester flou en fait des BSPCE. Moi, j'ai mis d'autres choses en place comme, je sais pas si t'en as déjà entendu parler, c'est des management packages. Non. C'est en fait, tu donnes un objectif avec la société. Par exemple, je veux faire, je dis une bêtise, je vise une valorisation de 100 millions d'euros. Okay. Tout ce qui est au-dessus de cette valorisation, c'est une surperformance. Étant donné que moi, mon objectif, il est à 100 millions d'euros. Et donc, du coup, je vais reverser 10% de tout ce qui va être. Donc, si tu vends ta boîte 200 millions, tu as 10% de management package sur les 100 millions en plus. Donc, ça veut dire qu'il y a 10 millions. Okay. Et sur ces 10 millions sont reversés dans Manpack. C'est-à-dire que si tu as 20% de ce Manpack, sur l'exemple que je viens de donner, tu vas toucher 2 millions d'euros. Et en fait, tout passe par les objectifs et la communication, je pense, avec tes collaborateurs. Et si tu les éduques pas, tu prends pas le temps. Pendant l'opération, j'ai fait venir des avocats pour les pitcher, pour les sensibiliser. Ça a pris plusieurs semaines, plusieurs mois. Et si tu fais pas ça, franchement, ça reste vraiment abstrait pour les gens. Et je le comprends, ils le reçoivent, ils le comprennent. Mais je peux comprendre que voilà, ils soient pas en mode en extase, tu vois. Je peux l'entendre. Ça me choque pas, moi ça m'est un peu arrivé aussi. Et donc du coup, il faut savoir sensibiliser ses collaborateurs en amont, quoi, tout simplement. C'est vrai que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est toute la journée plongé dans les chiffres. Quand t'es directeur SEO, t'es dans la prod, t'es avec les clients, etc. Quand on commence à te parler d'EBITDA, de marge, de résultats, je pense que c'est aussi à quel point tu sensibilises les gens sur la partie financière de ta boîte, je pense. Moi, par exemple, avec mon board, je les ai vraiment sensibilisés sur la partie finance. Et si tu le fais pas, tu vois, quand tu leur dis on a fait un moins bon résultat cette année, ça reste abstrait en fait. Tant que t'es pas dans les comptes, ça me parle bien cet exemple. Je suis pas trop étonné de ce qui s'est passé dans son histoire. Même si c'est vrai que toi, en tant qu'entrepreneur, tu lâches les parts de ton bébé ou tu as fait 3 ans sans te payer, sans vacances, la totale, etc. T'as l'impression de faire un peu un truc de ouf, mais bon.
Et comment tu as décidé les pourcentages? Tu as 3%. Ouais, c'est ça, en fait, je suis en plein dans le flow de dire est-ce que c'est 3? Bon, c'est déjà, 2, c'est 10? on va pas se mentir, c'est plus facile de donner de l'equity quand ta société elle vaut 5 millions d'euros que quand elle en vaut 150. Ouais, c'est sûr. Parce que quand elle vaut 150, quand tu lâches 1%, c'est pas la même valeur. J'ai pas réfléchi en proportion, j'ai réfléchi en valeur. Par exemple, si quelqu'un chez moi touche, je te dis une bêtise, 50 000 euros annuels, je sais que si en equity, je lui donne 10 000 euros. De la valeur présente ou future? De la valeur présente. Okay. Je sais que si je lui donne 10 000 euros aujourd'hui, bon, déjà, je lui donne. Moi, j'ai pas fait des BSPCE, j'ai fait des AGA. C'est des actions gratuites, c'est vraiment donné et c'est sans condition. Et donc, quand tu fais ça, tu donnes 20% en plus. Donc, à la fin de l'année, la personne a eu 20% en plus par rapport à son salaire. Et quand tu fais des croissances de 100%, ces 10 000 se transforment en 20 000 et se transforment en 40 000 en 2 ans. Donc, ça peut quand même aller assez vite. Donc, moi, j'ai vraiment réfléchi par rapport en valeur. Et en termes d'éducation, tu disais ça vaut 20 ou tu disais en plus ça vaut 20 et vu qu'on a cette croissance, ça va... En termes d'éducation, j'étais vraiment transparent en disant voilà la croissance qu'on prévoit de faire, voilà les BP. Donc, ce que tu touches aujourd'hui, voilà ce que tu peux prétendre toucher en 2024. Donc, ça, c'est aussi intéressant parce que c'est pas pareil de donner 10 000 euros à quelqu'un, lui dire ok, tiens, t'as 10 000 ou lui donner 10 000 et lui dire en fait dans 5 ans, ça vaudra 200 000, tu vois. C'est pas pareil en termes de projection parce que l'objectif aussi de ça, il y a toujours une notion de business derrière, c'est que la personne soit motivée et engagée pour aussi aller chercher avec toi l'objectif que tu t'es fixé pour que tout le monde ait un gain. Donc, c'est pas pareil de se dire je vais chercher 200 000 euros plutôt que de se dire ah, c'est sympa, il m'en a donné 10 000. Il y a vraiment un sujet de communication et d'objectif. Et je pense qu'une boîte qui fonctionne bien aujourd'hui, c'est une boîte qui est transparente sur ses objectifs et qui communique bien. Moi, depuis que j'arrive à faire ça, en interne, si tu arrives à bien communiquer sur ça en interne, finalement, tu es aligné avec toutes tes équipes. Et voilà, une équipe, ça va toujours plus loin. Donc, et tout le monde est aligné dans le même objectif. Donc, chaque décision est prise par rapport au même objectif. Et c'est un objectif qui est financier, essentiellement chez nous. Donc, c'est ça qui est intéressant. Je voulais leur donner gratuitement pour amplifier ce geste, justement, parce que parfois aussi, BSPCE, tu peux dire, ouais, mais il y a des conditions, etc. Parce que, en fait, ça me gênait de me dire, je donne un truc avec des conditions. Il y a toujours ce côté un peu, je te donne un truc parce que j'attends autre chose en retour. Je voulais vraiment avoir cette logique qu'ils comprennent que c'était une récompense et que j'attendais rien en retour. C'était plus, t'as bien bossé pendant ces 3 dernières années, tiens, je te le donne pour qu'on continue d'évoluer ensemble. Je voulais plus que ce soit ça, plus que, tiens, je te donne ça. Mais par contre, tu dois faire ci, ça en échange. Voilà, c'était plus dans cette logique. J'aimais bien l'aspect vraiment donné gratuitement. Je trouvais ça gratifiant. Est-ce qu'il y a un risque ou est-ce que tu as vécu quelque chose par rapport à ceux qui en ont pas reçu? Ou est-ce que c'est plutôt individualisé, privé Non, ça va, ça s'est plutôt bien passé là-dessus. Non. Non, parce que les gens qui n'en ont pas eu n'ont pas atteint encore ce grade dans la boîte, mais ils savent qu'ils peuvent l'atteindre aussi. Donc, s'ils l'atteignent, ils pourront aussi faire partie du groupe. Les prochaines personnes, elles vont prendre ça va augmenter, ça va passer par exemple de 3 à 3,5%. Tu vas continuer de donner exactement des parties de la boîte. Sauf que la boîte grossit fortement en termes de valorisation. Le réduit. Effectivement. Ça dépend de la valorisation, mais un petit pourcentage peut représenter une somme assez importante si ta boîte est bien valorisée. Finalement, plus tu es gros, plus tu peux engager tes collaborateurs aussi, je pense, dans le futur. Et en termes de valo, parce que récemment, j'étais avec un cabinet de valorisation, ça peut coûter facilement 20K juste pour faire valoriser ta boîte, plus ou moins. J'imagine en fonction de la taille de ta boîte. Tu as levé il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai fait rentrer un fonds de private equity. J'ai fait un LBO qui a posé une valorisation. Finalement, la valorisation, tu peux faire expertiser ta boîte, mais la vraie valeur, c'est celle que l'acheteur est prêt à payer à un moment donné, que ce soit un fonds ou un acquéreur. Donc, mais oui, tu peux. Mais donc, par exemple, moi, j'ai un commissaire aux comptes quand même qui est. J'ai validé aussi un multiple de valorisation par rapport à mon résultat. D'accord. Donc, on sait à peu près où on va en termes de valorisation. Et c'est bien de parler de conseils, en tout cas, comme je te le disais, le conseil, il a trop été unsexy. Et moi, avec Eskimos, j'ai réussi un petit peu à start-upifier le métier d'agence. Tu disais que justement, tu as créé une agence avec un modèle de scale, ce qui paraît contre-intuitif. Ouais, totalement. On se dit non, bah non, une agence, ça se scale pas. Totalement. Ça veut dire quoi, en fait? En fait, nous, dans l'univers des startups, on est un peu un ovni parce que depuis le début, Eskimos, on dit que c'est une startup. Mais on a voulu surfer sur un petit peu le Startup Nation, mais en réalité, on n'a pas ubérisé et on vend les pelles pour que les gens aillent chercher l'or, nous. Donc, on a toujours eu un petit peu des barrières par rapport à ça et pour le coup, on a quand même réussi notre coup. Mais on est un peu un ovni dans le sens où on a toujours été rentable. On a fait 100% de croissance depuis le début et on a réussi à scaler un business qui est censé pas être scalable. Mais en réalité, s'il l'est, c'est juste que c'est différent. Pour scaler une activité de conseil, tu dois investir en interne sur des outils. Par exemple, nous, on a développé notre propre CRM. Et donc oui, effectivement, on a réussi à scaler et à avoir le titre un peu de start-up dans un environnement où ça n'existait pas trop avant. Et moi, j'ai une vraie volonté de rendre sexy le monde des agences. Aujourd'hui, les jeunes qui se lancent, ils veulent lancer des startups à tout prix. Mais en réalité, comme premier business, l'agence de conseil, c'est génial parce que tu es rentable dès la première année, tu fais de la bonne marge, c'est stable. Et je vois pas pourquoi ça pourrait pas être aussi sexy, tu vois, qu'un logiciel en SaaS
Effectivement, les valorisations sont différentes, tout est un petit peu différent. Mais il y a de plus en plus de belles agences quand même qui se lancent et je trouve que le monde des agences est un peu en train de se développer. Ouais. Et c'est pas pour tout le monde de lever 2, 5, 10 millions qui ne t'appartiennent pas quand t'as jamais fait de business, vivre sur de l'argent que tu gagnes pas mais qu'on t'a donné. Moi, je sais pas comment ils font, tu vois. Moi, j'ai pas vécu ça. Je sais pas comment ils font parce qu'ils lèvent beaucoup d'argent. Ils sont pas rentables. Moi, j'arriverai pas à dormir la nuit personnellement. C'est pas fait pour moi. Peut-être pour mon deuxième business un jour, mais pour le premier, tu dors mieux la nuit, je pense, parce que déjà, tu gagnes de l'argent. Et quand tu lèves et que t'es à ta 4e levée de fonds, que tu gagnes jamais d'argent, faut que t'aies l'acquéreur final. Enfin, je sais pas comment les gens dorment en fait. J'ai des clients, j'ai des clients qui sont dans la startup, moi, ils me fascinent. Hein. C'est-à-dire que ce truc de, quand des fois, je les vois, ils me disent j'ai 4 mois de cash. Ouais, j'ai 4 mois de cash. Il faut que je lève d'ici 4 mois. Et que t'en as des fois, je les ai eu en coaching où ils me disent j'ai plus que 2 semaines de cash. Et c'est énorme. Et c'est pour ça que nous, pour faire le lien avec le SEO, on accompagne pas mal de boîtes où on voit de plus en plus d'entrepreneurs, ce qu'il n'y avait pas avant, qui investissent en SEO. Avant, les entrepreneurs mettaient 90% en publicité. Ouais. Et en fait, à la fin de leur cycle, avant leur prochaine levée, il leur reste genre 3 mois, mais ils n'ont plus de cash. Et donc, souvent, ils mourraient en fait avant la prochaine levée. Et aujourd'hui, on voit pas mal d'entrepreneurs qui font l'inverse, qui vont investir en content, en branding, en SEO. Ce qui fait qu'en fait, quand ils arrivent à la fin du cycle, ils ont le temps d'attendre la prochaine levée parce qu'ils génèrent du trafic de manière gratuite. En fait, le SEO, tu peux l'arrêter pendant 6 mois. Tu continueras de générer du trafic si tu as bien construit ta stratégie, tu vois. Donc ça, c'est aussi un axe. Je pense que les VC et ça regardent de plus en plus ça. Ils regardent la mentale des entrepreneurs sur l'acquisition. C'est pas pareil d'avoir un entrepreneur en face de toi qui met 100% en ads versus quelqu'un qui est 100% en SEO. Pour moi, ça n'a rien à voir. Dans un cas, tu as quelqu'un qui est plus dans la construction. Tu adaptes tes tarifs pour les startups du coup ? Non, c'est les mêmes tarifs pour tout le monde. C'est du temps homme. Après, je t'ai dit, tu peux prendre 1 journée, 2 journées, 3 journées. Mais c'est sûr que plus tu investis, plus tu as de chances de mettre de moyens, plus tu as de chances de te positionner. Quelqu'un qui prend qu'une journée avec toi, en fait, il va avoir que du conseil du coup. Il va avoir essentiellement du conseil, mais il peut aussi avoir un petit peu de contenu. Il peut aussi avoir un petit peu de netlinking, c'est avoir des articles sur des sites un peu thématisés autour du tien. Parce que toi, aujourd'hui, tu as en capacité de générer des articles médias ou quoi pour une entreprise ? Ouais, on travaille avec l'ensemble des médias. Donc, on peut avoir un article dans n'importe quel média. Et on est capable de produire du contenu de manière assez rapide et assez forte parce qu'on a un studio de création de contenu en interne. C'est une content factory. Et demain, par exemple, tu viens me voir, tu me dis, voilà, j'ai besoin de 1000 contenus pour dans 2 mois, on peut te les livrer. Comment tu gères l'aspect, par exemple, pour moi, un des trucs qu'a fait et qui n'est même pas encore assez à mon goût, mais en tout cas, on renforce, c'est la notion de... Moi, je mets beaucoup de valeur sur le branding et le positionnement. Par exemple, à tous nos rédacteurs, on leur dit... C'est un mot on veut que nos articles aient un ton un peu badass. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, au-delà de la profondeur, il y a à un moment donné quelque chose un peu plus clivant, un peu plus radical. Déjà, on tutoie plutôt qu'on vous voit. Ouais. Comment tu fais, toi, si je viens de te dire j'ai besoin de 100 articles sur scaler une entreprise, avec tous les sous-sujets bien sûr, scale, pour arriver à mettre ce ton-là, à garder ce ton-là? Déjà, je pense que tu as entièrement raison. Aujourd'hui, on est dans l'ère du branding, surtout sur le SEO. C'est-à-dire que produire du contenu pour du contenu, ça ne fonctionne pas. Et c'est exactement l'axe qu'il faut avoir. C'est l'axe de la qualité et du branding. On voit bien que le brand content est en train d'exploser. C'est pour ça qu'on a lancé une offre, nous, de content marketing et de brand content. Il faut être dans la qualité. Il faut avoir des contenus qui ont un ton spécifique. Il faut se démarquer. Et ça, c'est même l'un des plus gros critères de référencement. Aujourd'hui, c'est de savoir combien de fois est tapée ta marque. Par exemple, si ton site, c'est David Laroche, si David Laroche est tapé 10 000 fois par mois ou 1 million de fois, le référencement de ton site ne va pas du tout avoir la même tête. Donc, c'est pour ça qu'investir en branding, c'est génial parce qu'après, les gens reviennent sur Google et s'attachent aussi à ta marque. Nous, Eskimos, par exemple, on est notre propre cas pratique, on va dire. On a créé une mascotte, on a créé une branding, on a créé un univers qui fait que les gens s'attachent à la marque. Donc ça, pour le premier point, ça, c'est vraiment top. Et donc, pour créer 100 contenus, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un brief édito et on va te demander un certain nombre de questions. Donc là, pareil, on a des process. C'est quoi ton ton, c'est quoi ta cible, etc. Ensuite, on va créer une charte édito qu'on va valider avec toi. Et ensuite, on va faire 2-3 articles tests pour peaufiner, pour être sûr que le contenu corresponde bien. Et une fois qu'on a validé ces 3 étapes, là, on peut produire en masse parce qu'on a le rédacteur, on sait ce que tu attends et on a déjà validé ce que tu voulais. Et là, on peut embrayer et on est capable de produire en même temps 1000 textes, mais on est capable de produire aussi 100 vidéos en parallèle. Donc, on est capable de faire tout ça. Et nous, le gros avantage que je te disais, c'est qu'on active le contenu. On crée du content marketing. Donc, quand on crée une vidéo, par exemple, on va s'assurer qu'elle ressorte bien sur Google parce que l'algorithme de Google a évolué à un moment donné. Donc, on est au fait des mises à jour de Google. C'est pas vrai d'avoir une vidéo qui ressorte que sur YouTube ou quand tu tapes comment scaler un business, que ta vidéo ressorte aussi sur Google. Tu sais, d'ailleurs, c'est intéressant. Alors, je fais une petite parenthèse. Tu écris sur LinkedIn. Tu as plein de rédacteurs. Qu'est-ce qui fait que c'est toi qui écris
plutôt que d'avoir des rédacteurs qui écrivent pour toi. Pour le sujet de branding dont tu parlais, il faut avoir une patte vraiment spécifique. Et là, quand tu fais du personal branding, tu rentres vraiment dans l'intimité, je pense, de la personne. C'est très difficile. Là, on est peut-être dans le niveau ultime. Peut-être qu'on l'a pas encore atteint. Mais quelqu'un qui écrit à ta place en tant que personal branding, capter ton sens de l'humour, ta patte, etc., c'est possible. Ça demanderait un gros travail. Mais c'est aussi parce que moi, je suis dans ma zone de confort. Je suis plutôt à l'aise avec ça. Donc, c'est pour ça que je le garde. Mais je pourrais très bien le déléguer. Et sur LinkedIn, tu as choisi. Qu'est-ce qui fait que tu choisis plutôt l'écrit, par exemple, que de la vidéo, vu que tu es à l'aise en vidéo, enfin, tu es à l'aise oralement? Ouais. Déjà, c'est au niveau du reach. Les vidéos, aujourd'hui, elles ont été complètement déclassées sur LinkedIn. Il y a 5 ans, c'était un carton. Aujourd'hui, tu postes une vidéo, tu vas faire peut-être 5 000, 10 000, 20 000 vues. Quand aujourd'hui, un contenu écrit, je peux faire à peu près 1 ou 2 millions de reach de personnes. Donc en fait, tu dois privilégier. C'est toujours pareil, en fait. Tu travailles avec des algorithmes et tu dois leur donner ce qu'ils aiment. Et tu dois t'adapter à eux pour toujours avoir ton contenu viral. Et donc, on le fait sur Google, sur YouTube, sur Amazon, mais on le fait aussi sur... Enfin, moi, je le fais sur LinkedIn, du coup. Et t'écris que sur LinkedIn, t'écris pas sur Medium? Moi, si, j'écris un petit peu aussi sur Medium. Je fais des tribunes aussi dans des médias, type Journal du Net. Voilà, ce genre de choses. Mais parce que ça me plaît aussi, ouais, j'aime bien... J'ai un peu moins de temps là maintenant, mais voilà, ça me plaît toujours. Dans un podcast, tu dis que... Alors, je sais pas, encore une fois, ça change tellement vite. Tu dis que WordPress est hyper adapté aux algos de Google. Ouais. Il en est quoi par exemple, des outils comme Webflow, par exemple? En fait, Google a communiqué, il a fait une annonce, il a dit WordPress, c'est le CMS qu'on connaît le mieux, c'est celui qu'on va privilégier. Donc déjà, Google a fait une annonce dessus. Ils ont dû être contents, WordPress. Grave. Mais en fait, c'est parce qu'ils avaient déjà le marché. En fait, vu qu'ils avaient, je dis une bêtise, 70-80% des sites vitrines, Google, pour lui, en fait, ça serait idéal que tous les sites soient sous la même techno, parce que le but de Google, c'est de bien lire les sites pour les comprendre et bien les référencer. Ouais, c'est un même langage, quoi. Voilà, parce que quand il y a une nouvelle technologie, il doit la réapprendre à la lire, etc. Donc c'est complexe. Et puis il y a de plus en plus de technologies. Effectivement, il y a du Webflow qui arrive en termes de design, donc il y a du challenge. Parce que moi, j'en peux plus de WordPress. Ah ouais, pourtant c'est le classique un petit peu WordPress. Non, on a deux sites sur WordPress, mais quand je vois... C'est simple d'administration. Ah, mais au bout d'un moment, je sais pas, ça... En termes de design peut-être. En termes de design, Okay. ce que tu peux faire, j'ai l'impression que ça rame aussi beaucoup plus. Il y a de l'optimisation à faire sur WordPress aussi, mais je te l'accorde que par exemple un Webflow va te donner un design peut-être un peu plus dans l'air du temps, un peu plus futuriste, un truc un peu plus sympa. Tu déconseillerais de faire un blog sur WordPress? En fait, moi je déconseille aucun CMS, il n'y a pas de mauvais CMS, il y a des mauvais paramétrages. Ça veut dire que tous les CMS sont bons, il faut juste que tu les bien paramétrés. Par exemple, il y a des gens qui lancent des e-commerce qui me disent je voudrais lancer un PrestaShop, un Shopify, mais j'hésite avec un Magento, mais en réalité, tu peux lancer les 3. Ce qu'il faut, c'est que ce soit bien paramétré. Si tu en prends un mais que tu le paramètres mal, c'est vraiment compliqué. Et donc voilà, ce qui compte, c'est le paramétrage de ton CMS. D'accord, mais c'est pas un no-go en tout cas. Non, c'est pas un no-go. Après, il y a des critères. Par exemple, si tu vends 10 produits, on va pas t'envoyer sur Magento qui est fait pour des catalogues de 100 000 produits en général. On va plus t'envoyer sur du WooCommerce ou du Shopify, ce genre de choses. Nous, en tout cas, on est capable de travailler avec tous les types de CMS, quoi. Fais de la place dans ton agenda. Business Tribe organise son premier événement business en live, The Game. The Game a été pensé pour les entrepreneurs sérieux et ambitieux qui aujourd'hui rencontrent des challenges de croissance et de scale et qui veulent avoir les stratégies pour créer une boîte performante qui dure dans le temps. The Game, c'est 3 jours pendant lesquels tu vas profiter de l'intervention d'entrepreneurs qui cartonnent, connecter et brainstormer avec des personnes ambitieuses et brillantes, avec qui signer de nouveaux deals et repartir avec des idées qui vont transformer la face de ton business. Si cet événement t'intéresse, clique sur l'onglet Informations juste en haut à droite de l'écran. Et maintenant, place à la suite de la vidéo. On voit beaucoup sur Insta le côté un peu façade de la réussite. Et il y a des fois un peu cette illusion que l'entrepreneur qui réussit, tout est facile pour lui, que c'est toujours agréable, qu'il n'y a aucune galère, que ça a pris 2 ans. Un peu d'ailleurs le cliché même du fondateur d'Instagram, quoi. 2 ans et 1 milliard. Ouais, je suis d'accord. Moi, ce sujet me fascine parce que la notion de réussite, je trouve qu'elle a vraiment évolué ces 10 dernières années. Et j'ai vu un petit peu je sais pas si je peux dire les aléas ou les méandres de la Startup Nation. Parce qu'on va pas se mentir, les médias ont mis en avant, mais de manière assez virulente, les levées de fonds. Moi, je recevais, je sais pas, 10 levées de fonds par jour. Et ça a créé des frustrations, j'ai l'impression, dans la tête de beaucoup de gens, notamment qui sont en poste. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a associé la réussite à la levée de fonds et à l'entrepreneuriat aussi. Ah, mais je te le confirme. Et moi, ça me choque parce que, du coup, ça a créé une ère ce qu'on appelle les ou-entrepreneurs. C'est des gens qui sont pas entrepreneurs dans l'âme, qui n'ont pas ça au fond d'eux. Ils ont tellement été frustrés qu'ils se lancent et souvent ça crée des échecs parce qu'ils n'étaient pas forcément faits pour ça et ils se lancent pour les mauvaises raisons.
Et c'est vrai que dans les médias, on monte pas aussi assez le poteau rose parce que comme je te le disais au début, toutes les boîtes qui lèvent des fonds, même les plus grosses, en général, elles sont pas rentables encore. Donc c'est que sur des sujets de valorisation, c'est très financier. On parle pas trop de ceux qui se plantent, etc. Et du stress. Du stress ou d'entrepreneurs où il leur reste moins de capital. Enfin voilà, où c'est compliqué. Donc sur cette notion de réussite, je trouve que c'est un vrai problème. On a trop voulu associer la réussite à l'entrepreneuriat. Et on a trop voulu montrer que c'était rose, alors qu'en réalité, comme tu disais, c'est une galère. Tu dors pas, il y a le stress, il y a tout ça. T'as peur que ça s'écroule tous les jours. Ça, c'est la grande spéciale des entrepreneurs. Je sais pas ce que t'en penses. On a toujours l'impression que tout peut s'écrouler du jour au lendemain, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Pour moi, ça. J'ai l'impression que tout le monde a ça. Enfin, moi, je l'ai toujours eu, ce truc-là. Ça part un peu, j'ai l'impression peut-être avec le temps, mais c'est cette peur que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est vrai d'une certaine manière. C'est pas pour rien qu'on l'a. Hein. Mais ça nous apporte une tension qui fait que on y va. Je pars dans une autre direction. Mais c'est quoi ton ratio temps interne, temps externe? Je m'explique. Tu es dans une position, tu pourrais passer tout ton temps sur LinkedIn, tu peux passer tout ton temps avec tes équipes, tu peux passer tout ton temps dans des événements réseau. Comment tu gères ce dispatch de temps en fait? Tu l'investis où? En fait, il évolue en fonction du temps. Quand j'ai lancé ma boîte au tout début, c'est moi qui faisais les audits, c'est moi qui gérais les clients, c'est moi qui envoyais les factures à la main, je faisais tout. Ensuite, j'ai recruté des gens, donc à la fin, je les supervisais, je relisais leurs audits. Puis après, j'ai recruté des gens qui relisaient eux les audits. Donc moi, j'avais plus besoin de les relire. Donc j'ai recruté au fur et à mesure. Donc ça a beaucoup évolué. Et je pense que le rôle de CEO dans une boîte qui grandit beaucoup, c'est d'avoir un rôle de représentation. Et donc moi, c'est le rôle que j'essaie d'avoir, très axé sur le marketing, la représentation et le développement un petit peu. Donc je suis vraiment sur cette partie-là. Et la partie stratégique. Quand on doit racheter une société, par exemple, c'est moi qui vais sympathiser avec les dirigeants d'en face, ce genre de choses. Donc c'est vraiment essentiellement de la représentation. Et dans un mois, combien de rendez-vous tu as en externe? Tu vois, par exemple, parce que là, c'est une question que moi je pose, que je me pose en ce moment. Bah ça, ouais. Bon, à la base, j'ai une personnalité introvertie. Donc, je vais avoir un naturel à être bien à tout seul. Ok, ouais. Et c'est une question que je me posais de me dire, parce que j'ai forcément, avec la notoriété, je pourrais me remplir mon emploi du temps tous les midis, par exemple. C'est que tu peux rencontrer n'importe qui avec ta notoriété, donc c'est pratique ça. C'est pas n'importe qui, mais beaucoup de gens. Beaucoup de gens, pas n'importe qui. Mais parce que c'est un sujet auquel je me suis beaucoup aussi informé. En fait, moi, j'ai rencontré beaucoup de monde. Je m'étais dit entre 1 et 2 cafés par jour sur LinkedIn et je faisais un peu comme ça de la masse parce que ça fonctionnait bien, quoi. Tu vois, le réseau comme ça. Je voulais développer mon réseau. Je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de réseau initialement, donc je voulais développer ce réseau professionnel. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, plus la boîte a grandi, plus j'avais accès à des rendez-vous. On a beau dire ce qu'on veut, il y a un aspect win-win. C'est-à-dire que moi, quand je propose un café à quelqu'un, il faut qu'il puisse se dire à un moment donné que rencontrer Andrea, ça puisse avoir un intérêt dans sa vie. Ouais. Parce que s'il se dit pas ça, franchement, ça sert à rien. Et donc, c'est ça qui est pas simple quand tu veux rencontrer du monde. Mais moi, en tout cas, j'ai une vraie dynamique de rencontrer du monde. Donc, c'est un rôle, quand je parle de rôle de représentation, c'est vraiment prendre un maximum de café, faire des déjeuners, rencontrer. Tu les fais durer combien de temps? J'ai pas de limite, c'est vraiment au feeling. J'ai un peu ma sauce pour ça, pour me différencier des autres, parce que les gens prennent beaucoup de café sur LinkedIn, etc. Moi, ma recette, c'est d'aller dans la vie privée et dans l'intimité, de pas parler business. Et ça fonctionne grave, du coup, parce que en fait, en 1 heure de temps, tu crées un lien qui est énorme et qui reste après dans le temps, je trouve. Donc, c'est un peu ma recette, moi. Moi, un stress, je vais le mettre entre guillemets, parce que c'est pas un stress, mais quand même un stress, entre guillemets, c'est que je peux, imaginons, me faire 15-20 rendez-vous et je vais avoir un super contact. Mais derrière, quand tu fais ça régulièrement, comment tu maintiens, toi, la relation avec toutes ces personnes? Je maintiens pas très bien, par contre. Mais c'est pas grave, en fait, parce que vous vous êtes vus une fois, vous vous reverrez peut-être à un autre moment. Mais j'ai pas ce stress de devoir alimenter la relation derrière. Je me dis pas, ça y est, on est potes et tout, en fait. Pas du tout. Mais donc, du coup, ça se passe comment, en fait? Tu laisses faire après? Après, je laisse faire, ouais. Après, je laisse faire. S'il doit se passer quelque chose, tu te dis, il se passe quelque chose. Ouais, exactement. Si on doit se recroiser. Et puis, souvent, en fait, la vie fait que cette même personne-là, tu la recroises sur un autre truc 1 an et demi après, puis vous vous connaissez de ce moment-là. Puis finalement, dans la vie, tu l'as peut-être croisé 2-3 fois et de là, ça peut créer un peu un lien. Mais le networking, moi, ça a été ma plus grosse erreur quand j'ai lancé Eskimos. Je travaillais de chez moi, derrière mon ordinateur, et je pense que j'ai eu le syndrome de l'entrepreneur qui se cache derrière sa vitrine, derrière son site internet. Derrière le fait que ma boutique est ouverte, enfin mon site est ouvert 24 heures sur 24. Si on veut m'appeler, on m'appelle. J'ai mon marketing, j'ai mon trafic, et je pense que ça a été une erreur. Je pense que les entrepreneurs ne se mouillent pas assez le t-shirt au démarrage de leur entreprise. Ce qu'il faut, c'est faire 3-4 rendez-vous par jour et aller se confronter aux gens, rencontrer du monde et sortir de sa zone de confort. Je trouve qu'il y a un peu cette zone de confort de l'entrepreneur qui crée les maquettes de son site, ensuite qui développe, qui lance sa stratégie marketing, qui lance ses Facebook Ads. Et on oublie à un moment donné qu'il faut aller aussi rencontrer du monde sur le terrain, palper un peu le terrain en physique. Enfin, en tout cas, voilà, moi, ça a été une de mes erreurs.
Dans quel but? Dans le but de générer des clients ou dans le but... Ouais, dans le but de générer des clients et aussi de confronter, par exemple, si tu as un produit ou de faire des partenariats, d'étendre un peu sa toile. Moi, ça a été un peu ma tendance, je sais pas pourquoi. Je pense que j'avais aussi le syndrome peut-être un peu de l'imposteur. Vu que j'étais tout seul derrière mon site, je faisais croire que j'étais un peu une agence. J'avais peut-être ce côté-là un peu de me dire est-ce que j'ai la crédibilité de rencontrer les gens? Je pense que voilà, on l'a un petit peu tous quand on démarre. C'est clair, surtout quand tu démarres jeune. Ouais. Bon, j'ai plein d'autres questions que je t'ai pas posées, mais on va aller aux questions. C'est des questions rapides, réponses rapides. Ok. Est-ce que tu as une citation préférée? Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger. Il y a écrit ça en gros dans nos bureaux et je la trouve assez drôle. Ouais. C'est assez marqué. Ouais, ça positionne tout de suite. Ça positionne les choses. Ouais. Est-ce que tu as un film ou un documentaire préféré? J'aime bien le film Will Hunting par Matt Damon. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est le premier film de Matt Damon avec Robin Williams et que c'est Matt Damon avec Ben Affleck qui ont écrit le scénario. Et ce film est juste ouf. Et c'est leur premier scénario qu'ils ont écrit. Matt Damon, je crois qu'il dit dans le deal pour faire le film que Ben Affleck doit faire partie du truc. Je crois, ouais. Il y a un deal par rapport à ça. Et ils sont devenus très potes par rapport à ce film. Je trouve que Robin Williams, c'est une performance de ouf et c'est, je pense, un de mes acteurs préférés. Du coup, ce film, juste, c'est ouf. Et il t'inspire quoi d'ailleurs? Peut-être l'aspect de justice, un peu. Ce film, c'est un peu la justice. C'est la quête de la connaissance de soi. On a un Matt Damon au début qui se connaît pas, qui est jeune, qui est un peu dans ses problèmes. Et à la fin, on a un Matt Damon qui se connaît, qui se comprend, qui sait pourquoi il fait les choses. Et pas mal, et un esprit un peu de pureté dans le sens où il pourrait travailler pour la NASA, toucher des chèques énormes, parce que le mec, c'est un génie. Et en fait, il choisit autre chose parce qu'il veut faire ce qu'il aime avant tout. Et non, c'est un bon film. Et ce truc-là, faire ce que t'aimes avant tout, c'est un truc important pour toi? Grave, je pense que... En fait, moi, je suis un peu choqué Je vois beaucoup de monde qui s'écoutent peut-être pas assez, qui sont peut-être pas assez confiance et qui sont peut-être souvent trop influencés par leur environnement. Et du coup, ça me dérange. J'aimerais effectivement ce côté de développement personnel, se connaître mieux, savoir dire non. J'aime bien ce truc-là, ouais. J'aime bien les gens qui savent dire non, tu vois, qui savent que... c'est un risque de savoir dire non. C'est vrai que j'ai de l'admiration pour les gens qui savent dire non, alors que ça va potentiellement, par exemple, les exclure de quelque chose. Mais ils le font parce qu'ils ont juste pas envie de le faire et qu'ils se connaissent eux-mêmes. Et à contrario, je suis gêné par les gens qui suivent sans trop juger, sans savoir trop pourquoi. Je dirais qu'il y a les gens qui sont dans l'éveil et les gens qui sont pas assez éveillés, quoi. Et c'est vrai que c'est toujours sympa de rencontrer des gens éveillés, quoi, parce que tu as des choses à apprendre d'eux. Une des phrases que j'adore et qui m'inspire beaucoup, c'est « Tu maîtrises ta vie quand les murmures de l'intérieur ils sont plus forts et plus grands que toutes les voix de l'extérieur. » C'est entièrement ça. C'est exactement ça. Beaucoup, c'est cette petite voix intérieure dont on parle. Ouais. Tout le monde en parle. Donc voilà, on la connaît, cette petite voix intérieure, on l'a tous. Et plus tu lui donnes de la parole, plus elle peut faire du bruit. Et finalement, cette petite voix intérieure, c'est toi. Et tes pensées, c'est pas toi. C'est comme ça que je résumerais le truc. Il faudrait que les gens soient un peu plus éveillés, qu'ils prennent un peu plus de risques. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, si tout est possible, dans les 30 prochaines années, tu aimerais contribuer d'une certaine manière ou... Ouais. Et ça ressemblerait à quoi? Tiens, si Eskimos défonce tout, tu as des ressources, réseau financier, tu voudrais faire quoi en fait? Moi, j'ai un projet, un side projet qui serait plus sur le développement personnel. Et j'aimerais bien lancer un média ou je sais pas, un business sur ce dont on vient de parler. Sur comment accompagner les gens à écouter cette petite voix intérieure, se faire confiance, être soi-même et donc savoir dire non. Tout ce dont on est en train de parler là, j'aimerais bien axer quelque chose. C'est quelque chose de pas simple qu'il faudrait faire que ça. On va en discuter. On pourrait peut-être faire un truc ensemble. Pourquoi pas, c'est clair. Mais c'est un marché énorme. Pour moi, c'est le plus gros marché. Je pense qu'il y a un business derrière en plus. Mais en fait, ouais, je dirais que c'est le truc qui me ferait le plus kiffer après Eskimos. On en parlera après. Avec plaisir, ouais, grave. Est-ce que tu as une app préférée sur le téléphone? Non, pas spécialement, non. Un service cloud pour ta boîte que tu adores? Non, franchement, j'ai pas de... non, 2 fois. Mais moi, j'ai un gros problème, c'est parce que je fais pas mal d'interviews et on me dit « Mais c'est quoi tes inspirations Qui t'a formé ?» Et je suis toujours un peu gêné parce que je m'inspire de personne. Ça, c'est bizarre, hein, mais je m'inspire de personne. J'ai pas du tout de coach. Je fais un peu à ma sauce. Je suis un peu le flow. Mais du coup, je suis toujours un peu gêné parce que j'ai pas mal de noms à répétition dans ces questions-là. Donc, désolé. Non, bah, c'est le jeu. C'est cohérent avec ce que tu as dit, avec ta personnalité. Ok. Tu dors combien d'heures en moyenne? Je dirais que j'ai besoin... Je pense que j'ai besoin de 8-10 heures. 8-10 heures. Ouais, wow. Je pense que j'ai besoin de bien dormir. C'est-à-dire que si je dors 6 heures, c'est pas ouf. J'ai pas un très bon sommeil, moi. Ça fait partie de... Des choses à améliorer. Ça fait partie des choses à améliorer chez moi, le sommeil, ouais. Notamment aussi à cause du stress, etc. Ce dont on parle. Tout est un peu lié, hein, mais je suis quelqu'un qui a un sommeil léger, de base. T'as fait en sorte d'avoir déjà 0 lumière ou pas dans ta pièce?
C'est ce qu'il faut, ouais. Il faut être noir complet, c'est ça? Ça aide, ouais. Ça aide. Mais le sommeil, c'est un des trucs les plus importants parce qu'il faut avoir les idées claires pour bien développer son affaire. Si t'es fatigué, etc. C'est pour ça que c'est compliqué de tout gérer. Ouais, je vais loin parce que tu sais, ça fait rire des fois l'équipe et je remercie Victor de m'aider là-dessus. Mais dans les Airbnb, je viens avec, c'est pas mal. Avec des rideaux opaques. On scotche les. Mais t'as trop raison. On scotche les rideaux. J'ai mon masque. J'essaye de hacker mon sommeil. T'essaies de hacker le truc. Mais pourquoi t'as un mauvais sommeil de base ou ça va? Je dirais pas un mauvais sommeil. Je dirais que je vois la différence quand je dors bien et quand je dors moins bien. Ok. Si je me réveille, j'ai une tendance hyperactive. Donc si je me réveille à 6h du mat, je vais avoir vite fait de l'énergie. Et donc si je fais Moi aussi, j'ai ça, ouais. Voilà. Et donc si je fais ça trop de nuit défilée, je vais au bout d'un moment ressentir la fatigue. J'ai un peu le même truc que toi, alors pas forcément sur ça, mais je l'ai déjà vécu. On a un peu des barrières mentales par rapport à des choses qu'on veut faire dans la vie parfois, où on est mal à l'aise avec des situations. Moi, par exemple, j'ai eu le truc à un moment donné sur quand c'est vraiment le rush, en mode, je sais pas, une espèce de culpabilité de partir en vacances. Alors qu'en fait, c'est le meilleur truc que j'aurais pu faire, de partir en vacances pour relâcher, pour revenir en forme, pour avoir les idées claires, etc. Et pourtant, t'as des barrières qui se mettent, tu sais pas pourquoi, une culpabilité. Moi, qui s'était lié vraiment au fait que Eskimo, je l'ai vraiment développé du début, donc à des moments, j'ai dû un peu faire ces choix-là. Du coup, ça s'est un peu ancré. Mais il y a une multitude de choses où parfois on se met des barrières mentales, alors qu'au final, c'est les meilleurs trucs. S'il y avait un message que tu pouvais mettre sur un grand panneau énorme, que des gens importants pour toi ou le monde, peu importe, puissent voir maintenant ou après ta vie, comme tu veux, un message que tu aimerais marquer et transmettre aux gens, ça serait quoi? Ça pourrait être même à l'ancien toi, on n'est pas été dans le détail de ce que tu as vécu enfant, mais il y a un événement qui t'a challengé. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise ou que tu te dises ce jour-là? Je dirais d'avoir confiance en soi. Ça me semble être la chose la plus importante pour vivre les choses pleinement et jamais regretter. C'est quoi, toi, donc dans les 5 dernières années, les 1 ou 2 événements qui émotionnellement étaient les plus durs à vivre, les plus challengeants? C'est le fait que j'ai eu l'impression que tout pouvait s'arrêter au début. Parce que quand j'ai lancé ma boîte au début et que j'ai réussi à monter à 3 collaborateurs, donc j'avais 2 collaborateurs, les 2, ça s'est pas bien passé avec eux, sont partis en même temps. Et je me suis retrouvé un petit peu avec tous les clients sous les bras, etc. Et j'étais dans ce truc de la montagne que tu peux pas gravir, je vais pas m'en sortir. Et donc ça m'a un peu traumatisé ce truc-là au démarrage. Mais c'est ce qui fait que tu réussis aussi au final, c'est ce stress-là. Et peut-être le deuxième émotionnellement qui a été un vrai pari, c'est qu'il y a un moment donné chez Eskimos où on a grossi assez vite, j'étais vraiment la tête dans le guidon. Et là, il y a tous les plus grands groupes dans le digital qui m'ont contacté. Ça m'a sorti la tête du guidon d'un coup, j'ai compris la valeur que j'avais créée et j'ai pas trop su gérer, je savais pas trop quoi faire parce que ça m'est tombé dessus d'un coup. En fait, ils avaient racheté déjà une boîte d'un entrepreneur que je connais et lui m'a demandé si j'étais chaud pour faire un déjeuner avec le CEO de cette boîte-là. T'as une phase de séduction aussi parce qu'on parle souvent de montants assez gros dans ces déjeuners-là. Donc de ça, j'ai mandaté un banquier d'affaires en me disant bon bah si ce groupe-là est intéressé, c'est que tous les autres aussi. Je vais essayer de tâter un peu le terrain, voir un peu le marché. Voilà, je voulais un petit peu voir où j'en étais. Mais c'est pour ça qu'émotionnellement c'était un peu bizarre parce que je savais pas trop où j'allais, etc. Eskimos, c'est une boîte que j'ai créée avec 2000 €. J'ai jamais remis d'argent dedans. Donc c'est un peu, voilà, t'étais pas tout de suite prêt pour un premier tour comme ça, tu vois. Et donc du coup, bah là, tu te poses la question de qu'est-ce que tu veux faire. Ce qui m'a toujours animé chez Eskimo, c'est les challenges. Donc je me suis posé simplement et je me suis dit, voilà, c'est quoi tes challenges? Si t'as plus de challenge, c'est sûr que tu vends parce que bon, tu vas pas tomber dans une routine, ça m'intéresse pas. Et au fur et à mesure de rentrer dans le process, j'ai demandé à ce qu'on mette aussi des fonds d'investissement de private equity pour challenger et voir ce que je pourrais faire avec eux. On m'a proposé donc ces grands groupes-là, mais on m'a aussi proposé un panel de fonds. Et ça demande beaucoup de temps quand même. C'est 1 an de travail où tu pitches et tu rencontres tout le monde plusieurs fois. C'est ça aussi qui est dur, c'est que j'avais une valorisation qui était forte, mais j'avais aussi une ambition qui était forte parce que je suis sur un marché qui est énorme et j'ai vu qu'il restait un potentiel de développement vraiment énorme, que j'étais en train de prendre le lead en France, mais que je pourrais prendre le lead en Europe. Et donc ce que je me suis dit, c'est voilà, qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc il y a 2 choses qui sont venues. Le premier challenge qui me bottait bien, c'était de me développer à l'international. J'aimais bien l'aspect de conquête. Le deuxième, c'était de faire de la croissance externe aussi, de racheter des boîtes et de les intégrer. C'est pour ça que ce challenge m'intéressait. T'as cette compétence-là, c'est comme faire son CV en fait. Quand tu sais racheter une boîte, c'est quand même plutôt pratique après. Sachant que nous, là, on a quand même prévu de racheter entre 1 et 2 agences en Europe par an. C'est le chemin que j'ai choisi du coup, in fine. Et donc j'ai décidé de vendre une partie du capital et de rester majoritaire pour continuer de développer. On a une culture très marquée et très spécifique. Ça va être un vrai challenge. Parce que tu dois à la fois y aller de la manière la plus douce possible pour que l'intégration se passe bien. Parce que si tu rachètes une boîte et que tout le monde parle le lendemain, c'est vraiment la merde. Mais tu dois aussi les emmener sur des objectifs qui sont peut-être plus ambitieux et peut-être les faire évoluer avec ta culture pour que ça marche mieux.
J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.